On approche des périodes de Noël. Noël, c'est des périodes de fête, mais c'est aussi le moment où on consomme des produits de la mer. Mais saviez-vous que la plupart des produits que vous consommez sont issus de la surpêche? Alors pour résoudre ce problème, on vous donne rendez-vous ici à Arcachon pour rejoindre Charles qui a peut-être trouvé la solution. Salut Charles. Salut Baptiste, ça va? Ah bien et toi? Bah ouais, bienvenue, ça caille? Ouais, ça caille un peu. Ça caille. Les croissants, il y a les cannelés, ils sont tout chauds. Faut pas qu'on traîne, on va aller embarquer avec Delia. Super, et ben, je te suis. Une pêcheuse avec laquelle on travaille assez souvent. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que là, il y a 20 minutes, il y avait aucune voiture, aucun bateau, tu vois, tout était silencieux. Et là, on est genre une demi-heure avant la marée basse, et tous les pêcheurs, ils arrivent, ils vont aller poser leur filet, puis après ils rentreront. Salut Delia. Salut. Salut. Delia. Baptiste, enchanté. Je vais faire quelques barres, ça peut être sympa. Donc là, on va faire un kit ou double. Ouais, bon, c'est le jeu de la pêche. C'est ce qui fait le côté excitant. Ok. Je peux dire, c'est pas la dorade la plus royale du bassin. Ouais, non, ça c'est clair. Et donc, tu vois là sur l'écran, là, on voit les. Ouais. Tu vois, on voit si tu vois ça peut être du poisson, ça. Mais nous, ce qu'on vit, c'est vraiment du poisson qui est au fond, quoi. Voilà. Parce que ça, on est. Bah, alors, c'est pas encore l'heure de la marée, donc il est peut-être pas posé au fond encore. Mais en ça, fait, ouais. ça c'est la même chose que ça. Là, tu vois, Oui, le t'as là GPS, aussi, hop. oui. Et celui-là, j'ai la sonde qui est la plus grossière, en fait. Ok. Donc quand tu vois une tâche intéressante ici, tu regardes, ça se rapproche. Ah d'accord. Ah, t'as plus précis en Ça fait. ici c'est les poissons. Ouais. Ils sont C'est ce présents. qui devrait être Ouais. du poisson, ouais. Mais Et ça là, c'est pareil, sans plus, il y a une meilleure granularité. Oh ouais, c'est une autre palette encore. Ok. Et suivant les espèces de poissons ou la manière dont c'est condensé, je te dis, ah, mais en fait, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Donc D'accord. en fait, là, j'ai deux palettes de couleurs différentes. Oui, ce que tu cherches, c'est un truc beaucoup plus marqué. C'est une grosse boule. Un diamant, tu vois vraiment une boule. Pascal, c'est un système de panier de poissons. On s'est inspiré des systèmes de panier de légumes qu'on a lancé maintenant il y a 10 ans. Je crois que c'était notre anniversaire hier ou avant-hier, nos 10 ans. Et l'idée, c'est de travailler un peu à contre-courant de ce qui se fait dans la filière, pas à volonté, mais parce qu'il y a plein de choses un peu incohérentes. On importe 70% de ce qu'on mange en produits de la mer. On mange surtout du saumon, du cabillaud, des crevettes qui sont pas produites en France. Pendant que des pêcheurs, pêcheuses comme Delia, galèrent à vendre des espèces pas très connues. Et donc l'idée, c'est de dire, il faut qu'on garantisse aux pêcheurs des bons revenus pour toute leur pêche, avec un petit slogan un peu politique, gagner plus pour pêcher moins, quoi. En disant, la clé, c'est que les pêcheurs gagnent plus d'argent pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour pêcher moins. On n'arrête pas de dire les pêcheurs, il faut qu'ils pêchent moins, etc. Mais en fait, aujourd'hui, tu vois, le poisson, normalement, il est vendu aux enchères. Et aux enchères, ça peut varier de 1 à 5, quoi, tu vois. Vraiment. Sans trop comprendre, début de semaine, fin de semaine, on sait pas trop quoi. Et donc l'idée avec Poissier, c'est de dire, nous, on garantit la vente de la pêche grâce à un système de panier. Pour le consommateur, c'est la garantie d'avoir un poisson frais, durable, éthique. Parce qu'on a des critères hyper précis, tu vois, on va dire 72 heures max entre la pêche à bord du bateau, ici, maintenant, et la remise au conso. C'est pas le cas sur un étal. Que des techniques douces, donc ligne, casier, filet, pêche à pied, pêche en plongée. Et l'éthique, c'est la rémunération des pêcheurs. On garantit aux pêcheurs 20% de plus que le marché. Et on a donné nos chiffres aux scientifiques en 2020-2021, ils nous disent que c'est plutôt 40% de plus que le marché pour les pêcheurs. Grâce à ça, on soutient 5% de la flotte française, donc 250 pêcheuses et pêcheurs à qui on achète une partie, voire quasiment la totalité de leur pêche selon les cas. Tous, ils nous disent on vit mieux grâce à Ah vous, oui, quoi. 250 pêcheurs. Ouais, 5% de la Là, flotte c'est-à-dire française. que vous faites vivre 250 pêcheurs. Alors pas nous à 100%, parce qu'il y en a qui nous envoient toute leur pêche ou quasiment, déjà je pense que c'est une grosse partie. Mais il y a d'autres pêcheurs, ça va être 20-30% de leur pêche. D'accord, c'est pas l'exclusivité qui Non. part à Poiscaille, c'est une partie. Ouais. Peut-être du poisson qu'ils ne peuvent pas vendre eux-mêmes Ou qui vendent est mal. plus bénéfique à vendre en volume en fait. C'est ça, ou surtout pour lesquels ils peuvent avoir des mauvais prix. Là par exemple aujourd'hui on va simplement pêcher de la dorade marbrée. Bah, la dorade marbrée, on est le 15 décembre, elle va valoir 6-8 euros. Le 15 août elle va aller 18 euros, mais ils en faisaient des toutes petites quantités. Et nous on va leur garantir 12,50 euros toute l'année. Ils en D'accord. attrapent 5 kilos, 50 kilos. Ce qui est intéressant, c'est que vous remettez aussi un peu au bout du jour les poissons qui sont un peu oubliés. C'est un peu comme les vieux légumes, genre le topinambour. Exactement. Là, vous remettez en consommation des poissons qui n'étaient plus consommés parce qu'aujourd'hui on consomme que du saumon, que du surimi, que des Saumon, cabillaud, dérivés crevettes, en quoi. fait, soit de poissons, soit des poissons qui Exactement. sont soit des monocultures, soit de la monoconsommation. C'est ça, ben, c'est exactement ça, tu vois là. Moi c'est ce que j'ai vu en embarquant sur les bateaux de pêche. En fait, tu as une diversité d'espèces qui est énorme.
mais le prix ou la valeur est concentrée que sur certaines. Ici par exemple, Arcachon c'est la sole. La sole, quasiment toute l'année, ça va valoir, je sais pas, entre 15 et 25 euros pour le pêcheur. Par contre, s'il attrape du mulet, ça va valoir entre 1 euro, voire 50 centimes, et allez, 4 euros l'été, quoi. Et en fait, quand tu manges les deux aussi frais, je comprends pas en fait. La seule explication, c'est que la sole est beaucoup plus solide au transport. D'accord. En gros, une sole, après une semaine dans un bateau au large, du transport, de la manipulation et tout, elle sera quand même encore acceptable. Toi, consommateur, tu vas la trouver très chère et moi je trouve qu'elle sera pas bonne, mais c'est ok. Si tu fais subir la même chose au mulet, il aura une tête de zombie et donc il sera pas acheté. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que le système industriel tel qu'on connaît, il ne permet pas d'avoir justement cette diversité de poissons parce que c'est pas les mêmes consommations. Donc Exactement. on a fait des choix à un moment donné pour justement se contraindre aux contraintes des industriels. Exactement. Et que ces choix en fait ont favorisé une consommation qui est quasiment la même pour tous les poissons. Bah, Pas tu qui- vas- on consomme toujours les mêmes poissons. Tu vas sur un étal ici, tu vas avoir une belle diversité de produits, tu vas avoir des produits du bassin, peut-être des produits de Oléron, du Pays Basque. Mais si tu vas à Lyon, à Strasbourg, bah ouais, c'est dorade d'élevage qui est turc ou grec nourri au granulé de l'autre bout du monde, saumon, crevettes tropicales, du cabillaud, peut-être un peu de lieu noir qui est issu quand même des pêches super intensives, plutôt industrielles. Et puis basta quoi. Et donc ça crée aussi une sorte de... tu sais, on parle souvent d'érosion de la biodiversité et on parle souvent d'espèces en voie de disparition. Ouais. Est-ce que ça crée justement cette tension sur une espèce en particulier? Bah, clairement. Tu as un cercle vicieux qui est en fait, par exemple si tu prends le cas de la sole est le poisson qui se vend bien, tout le monde pêche la sole, le stock de sole il est hyper tendu voire bas, mais donc le prix continue à augmenter quoi. Et à côté tu as un autre cercle vicieux qui est le mulet, personne n'en veut, donc les pêcheurs le traitent mal à bord, ils en prennent pas soin, donc le résultat est pas bon pour le consommateur. Et ils sont mal payés parce que personne n'achète. Et donc nous on essaie de casser ce truc là, de dire en fait le prix de la sole on va le garder au prix qu'il est au marché. Donc les pêcheurs vont pas forcément gagner plus à nous vendre la sole. Par contre le mulet au lieu de payer 1 euro, payons-le 5 euros parce que c'est indécent de payer pour des pêcheurs comme Delia des poissons à moins de 5 euros. Oula on se prend de l'eau là. Wouah. Tu vois, moi j'assimilais pêche durable vraiment à de la pêche à la ligne. J'avais pas forcément pris en compte le fait qu'il y ait des filets. Mais c'est vrai que tu vois souvent le filet on l'assimile au chalut et c'est pas la même chose quoi. C'est quoi? C'est la maille qui change? C'est la forme du truc, c'est-à-dire tu vois là c'est un piège, en gros c'est une barrière qu'elle met dans l'eau en essayant un peu d'entourer le poisson mais après elle est fixe. Un chalut c'est une grosse épuisette que tu tires derrière le bateau pour essayer tu emportes les poissons. C'est toi qui vas au poisson en fait. Alors que là on va s'arrêter, là en fait Là le filet il bouge plus après. là c'est le poisson qui vient se mettre en fait dans le filet, entre les mailles du filet, C'est ça, mais c'est pas le bateau qui tire exactement. pour draguer les bateaux. Exactement. Et donc là, ce qui est cool dans cette pêche-là, c'est que alors oui, ce qu'on appelle le plomb, c'est la corde lestée en bas du filet. Elle touche un peu au fond, mais ça rentre pas dans le sédiment, ça n'abîme pas les fonds du tout. Alors que quand tu tires un engin, souvent ça a des impacts sur les fonds. Après, il faut être lucide, au filet, tu peux faire des dégâts. C'est-à-dire que si tu me laisses un filet, voilà, elle a 300 mètres, l'autre filet il fait 800 mètres. Tu as des bateaux au large, ils posent 10 km, 40 km de filet. Ouais. Avec, tu vois, là, elle te dit, mon filet il fait 3-4 mètres de haut max. T'en as, ils posent des filets de 10 mètres de haut, 12-20 mètres de haut. Enfin, tu vois, des 40 mètres de long, 40 10 kilomètres. mètres, 40 km de long et 10 mètres. Ah ouais. Et à la limite, le problème c'est presque pas forcément ça, le problème c'est quand tu les laisses trop longtemps. C'est-à-dire que si tu les relèves pas immédiatement, tu laisses 48 heures, en fait, tu as du poisson qui va se bloquer dedans, qui va mourir et qui va se faire manger par d'autres trucs. Genre les congres qui mangent, tu as les sèches, tu as les crabes, tu as les bigorneaux. Enfin, dès qu'il y a un poisson qui meurt, tout de suite il y a une chaîne de recyclage, on va dire, qui se met en place en fait. Et en fait, ça fait que souvent, tu vois, on parlait de la sole, elle va rester vivante dans le filet. Parce qu'elle a une capacité à être posée au fond, tu vois, tout le temps. Mais un poisson qui nage plus, comme je sais pas, un taco, un lieu jaune, lui, le poisson fragile, de suite il va mourir, et de suite il va se faire attaquer, et il va être rejeté par les pêcheurs après.
va le garder. Donc là, tu vois, on a un petit bar qui fait quoi, moins de 30 cm. La maille, c'est à 36. Donc on vient de le démailler, il est monté vivant. Ça, c'est la magie de la pêche au loup, quoi. Donc on peut le remettre à l'eau. Attention, hop. Et voilà, il va aller se reposer un peu. Puis il va se remettre à manger des petits anchois ou des petits alevins. Bah, tu vois, la pêche au filet, elle peut être décriée parfois. Là, quand on fait comme ça, ben ouais, on peut remettre le poisson qu'on n'a pas envie. Ça génère pas de rejet. C'est ça une partie de la pêche. Pas d'impact sur les fonds et pas de rejet. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'industriels qui, pour le coup, mettent les petits poissons comme ça, il les jettent. Ils les laissent mourir ou ils les jettent morts. Et surtout. Ah oui, il les ramène pas. Bah non, ils les ramènent pas. Ils ont pas le droit. C'est-à-dire que là, si ce poisson-là, s'il était vendu, Daniel pourrait avoir une amende. Et même parfois, il y a des trucs encore plus graves et incohérents. C'est que parfois, c'est parce qu'ils n'ont pas le quota qui rejettent ces poissons-là. Ah oui, d'accord. Il y a des moments, tu vois des images là, qui tournent, notamment là en hiver, de pêcheurs dans la Manche, pas mal, qui pêchent du bar, mais des gros, tu vois, et qui les rejettent à l'eau parce qu'ils n'ont pas le droit de les débarquer. Donc tu vois, là, il y a des trucs assez incohérents. Alors oui, les quotas de pêche, c'est super bien et franchement, il faut pas du tout remettre en cause les quotas de pêche parce qu'ils ont montré qu'on pouvait faire des choses bien et que c'est grâce à ça que les ressources remontent en Europe, alors qu'elles étaient vraiment très très bas. Après, c'est ce que je te disais, il y a le sujet du partage de la ressource où là, c'est un truc à complètement réformer et personne ne met son doigt dedans, quoi. Alors que je pense que ça changerait tout. Tu passes à l'intérieur en haut? Là? Ouais. Celui qui est sous le vireur. Ah là, tu peux pas. Mon poisson frais. Il est frais, mon poisson. Non, on a dit qu'on faisait pas ce genre de choses. Du coup, il y a un rapport de l'IPBES qui est paru il n'y a pas très longtemps, qui montre qu'il y a une forte érosion de la biodiversité, qui nous met nous-mêmes en danger, et qui est due notamment au réchauffement climatique, et qui est due aussi à la pêche industrielle. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, je pense que la pêche, elle a sa part de responsabilité. La pêche industrielle, plus que la petite pêche, je dirais. Parce que tu vois, en fait, l'exemple, tiens, moi que j'aime bien, enfin, il n'y a pas de relation forcément scientifique, mais tu vois, le cas des dauphins. Donc, il y a des problèmes de capture de dauphins. Moi, je suis assez sûr que c'est, en fait, les dauphins qui viennent plus souvent à la côte qu'avant, parce qu'ils n'ont plus rien à manger au large. Les pêcheurs le disent, hein, ils disent avant, on voyait les dauphins quelques fois dans l'année. Maintenant, on les voit tous les jours. Et c'est quasiment garanti. Tu vois, là, on n'en a pas vu parce qu'on est dans le bassin Arcachon, mais dès que tu sors, il y en a à bloc. Et je pense que la pêche industrielle, en fait, elle a appauvri les ressources du large, en plus pour faire de la farine de poisson ou pour maltraiter du poisson, quoi. Donc la pêche a sa part, mais tu vois, si on regarde à l'échelle plutôt côtière, je pense que les activités humaines, beaucoup d'activités humaines ont leur part. Et souvent, les pêcheurs se sentent un peu ceux à qui on met toute la pression et à qui on reproche tous les maux. Alors que ici, par exemple, tu vois, on parlait avec Delia, elle dit ouais, mais quand tu vois tous les bateaux de plaisance, il y a des trucs franchement pas très propres, la pêche amateur, nous on voit les rejets, les stations d'épuration qui débordent et tout. Enfin, on a l'impression qu'il y a plein de facteurs aussi sur lesquels on lutte pas trop. Il y a un peu un agribashing de la pêche. Ou en tout cas, c'est la cible facile et c'est facile de l'enlever, tu vois. Alors que dire, tu vois, par exemple, si tu prends le cas de l'anguille, tiens, on a dit, il y a un mouvement là qui est sorti il y a pas longtemps d'Éthique Océan disant, faut arrêter de servir de l'anguille dans les restaurants. Ils ont tout à fait raison. Mais en fait, l'anguille, oui, il y a de la pêche encore, elle est minuscule. Elle est sur les civelles qui sont les alevins d'anguille, donc c'est vrai que c'est un peu dommage de pêcher des alevins d'anguille. Mais ce qui est un problème dans l'anguille, c'est les barrages. C'est-à-dire que les anguilles, en fait, n'ont plus accès aux zones où elles avaient accès avant à cause des barrages. Et par contre, c'est facile de dire faut arrêter la pêche. Par contre, dire on enlève les barrages. En plus, il y en a plein qui sont pas utilisés. Mais même quand moi j'avais des potes qui travaillaient là-dedans, ils disaient mais même enlever un barrage qui n'a plus d'utilité à personne, ça crée un problème. Tu vois. Localement, on dit mais non, le barrage il est plus là, il y aura peut-être plus le lac, on pourra peut-être plus faire un peu de voile ou un peu de canoë le week-end. Je pense qu'il y a d'autres activités aussi sur lesquelles il faut travailler. Et en fait, à la limite, c'est pas qu'il faut pas travailler sur la pêche, mais je pense qu'on arrivera à embarquer les pêcheurs si aussi on fait des efforts ailleurs. Aujourd'hui, moi, ce que je ressens de la pêche, c'est que souvent les pêcheurs, ils disent ouais, mais on nous tape dessus à nous, mais à côté, on a l'impression que ça bouge pas beaucoup. Voilà. Oui. Et surtout,
il y a pas mal de choses qui se passent, enfin des dégradations qui sont en mer, qui sont liées à ce qui se passe à terre. Toutes les effluents, toutes les pollutions, etc. Je pense que c'est pas pour autant qu'il faut se dire on fait rien et on attend que les autres bougent, quoi. Si tu devais faire une différence entre la pêche durable et la pêche industrielle, et la pêche peut-être l'élevage, Et l'élevage, ouais. lesquelles ce serait quelle différence tu pourrais faire? Bah, il y a l'intensité. C'est-à-dire que, tu vois, là, on est parti, on part à 8h30, on rentre à 13h. Donc, Delia, elle a fait une journée qui ressemble à une journée normale, quoi. Les petits pêcheurs, ils aspirent où ils peuvent faire des journées où ils sont 7-8 heures dans leur bureau, on va dire, si on considère que leur bureau, c'est leur bateau. Alors que la pêche industrielle, c'est 24 heures sur 24. Les bateaux industriels ne s'arrêtent quasiment jamais. Donc ils pêchent tout le temps, toutes les 3 heures, on se relève, on rentre le chalut, on met ça dans la cale, on recommence. Quand on arrive au port, on décharge, on change l'équipage et puis on repart. Enfin, donc ça s'arrête jamais. Et même, il y a des moments, si on est sur une bonne zone de pêche, on va rester, poser notre poisson au nord de l'Écosse, et puis le poisson il va revenir par camion, enfin, et des trucs comme ça, voilà, où ça tourne tout le temps. Donc il n'y a pas de repos pour l'océan, quoi. Et il y a aussi cette aspiration, c'est-à-dire que les pêcheurs là, avec lesquels on travaille sur la petite pêche côtière, tu sens que c'est là qu'ils vivent, c'est leur milieu. Ils sont très contents de se reposer et de dire, nous, avec peu de poissons, on arrive à être rentable et très bien. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est le prix qui est payé, quoi. C'est-à-dire que la pêche industrielle, elle joue sur du volume, elle vend pas cher. Du poisson de moins bonne qualité. Du poisson au final de moins bonne qualité pour le consommateur, en tout cas gustative. Je sais pas si pour la santé c'est à peu près le même. Alors pour l'élevage, oui, de moins bonne qualité pour ta santé. Ça peut être dangereux pour ta santé d'en manger trop. Mais surtout, en fait, il y a 2 variables d'ajustement à cette logique industrielle. C'est 1, les stocks de poissons. On tire trop fort sur les poissons. Et 2, la santé des hommes et des femmes. Et tu vois les matelots marins-pêcheurs, ils ont tous à peu près 10 ans de plus que l'âge, enfin ils font 10 ans de plus que l'âge qui t'annonce. Mais parce que, tu vois, si tu travailles 24 heures sur 24, tous les 3 heures, t'es réveillé par un truc qui te gueule dessus, tu te lèves, tu travailles 2 heures, nettoyer des trucs dans la nuit, machin, enfin, c'est des rythmes de vie qui sont inhumains, enfin, au global. Donc, c'est là où, pour moi, le consommateur a un rôle à jouer, de dire, où est-ce que je mets mon argent? Oui, on n'arrivera peut-être pas à renverser la donne tout de suite, mais au moins on évitera que ces pêcheurs-là, qui sont un peu des survivants, ils disparaissent pas, détruits un peu ou au profit de la pêche industrielle. On est à quelques jours de Noël. Ouais. Noël, c'est très connu pour les fruits de mer, notamment les crevettes, qui viennent généralement de pays asiatiques ou d'Amérique latine. On connaît aussi le poisson, le saumon fumé. Aïe. Qu'est-ce que tu conseilles pour un repas de Noël qui serait plus local et qui serait plus responsable en fait des ressources qu'on a en poisson? Le 1, c'est pas de saumon fumé, quoi. Pas de saumon fumé, quoi. C'est vraiment je crois que c'est le poisson le plus consommé en France, alors qu'on pêche, je sais pas, quelques tonnes de poissons, de saumon sauvage dans l'Adour. Et pas de saumon, pas de truite, c'est vraiment générateur de surpêche sur les petits poissons. C'est les pays du Sud qui sont privés de protéines au profit des pays du Nord. Enfin, ça a tout faux, quoi. Il n'y a vraiment rien de bien là-dedans. Les saumons sauvages, même en Norvège, sont en train de décliner parce que les saumons qui s'échappent leur refilent des maladies et des parasites, les poux de mer. Donc voilà, se priver du poisson fumé, aller chercher des poissons sauvages français. Nous, on en propose chez Poiscaille. Ici, il y a un atelier qui s'appelle Fumette, qui fait du poisson fumé, qui fait de la dorade marbrée, qui fait du bar, qui fait du thon germont. Il y a des solutions, en fait. Et même si vous achetez du thon germont peut-être pêché dans un autre océan, ou du thon rouge du Marlin pêché loin, c'est mieux que déjà le saumon. Donc déjà faire cet effort-là. Crevettes, pareil, la plupart des crevettes qu'on mange, elles sont élevées sous les tropiques. C'est quoi les fruits de mer de saison, par exemple? Les huîtres. Ce qui est bien, c'est qu'en France, on est gros producteurs d'huîtres et on est plutôt même exportateurs d'huîtres. Idéalement, on prend des huîtres nées en mer, ostréiculteurs traditionnels, ça, il y a des petits labels dessus. C'est l'idéal, c'est les huîtres qui n'ont pas beaucoup voyagé, qui sont pas des huîtres triploïdes là, qui sont faites en laboratoire. Donc c'est l'idéal. Mais déjà, manger des huîtres, vous soutiendrez de la production française, globalement vertueuse. C'est des protéines qui consomment pas d'eau, émettent peu de CO2 à être produits, donc super vertueux. Sur les coquilles Saint-Jacques, on privilégie les coquilles Saint-Jacques de plongée si on peut. C'est plus dur à trouver, mais c'est l'idéal. Et on évite les fausses coquilles Saint-Jacques, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de coquilles Saint-Jacques, enfin il y a plein de coquillages qui peuvent s'appeler Saint-Jacques,
donc noix de Saint-Jacques ou préparation à base de Saint-Jacques, qui sont pas des coquilles Saint-Jacques françaises. Les seuls qui peuvent s'acheter, c'est coquilles Saint-Jacques, donc noix de coquille Saint-Jacques ou coquille Saint-Jacques. Et il faut que ça s'appelle Pecten Maximus, ça c'est le nom latin si vous achetez des produits préparés. Donc pas noix de Saint-Jacques, mais noix de coquille Saint-Jacques. Voilà. D'accord. Et on regarde l'espèce, il faut chercher Pecten Maximus dans les détails, il faut un peu fouiller. Là, c'est de la Là, on sait Saint-Jacques que c'est une vraie Saint-Jacques française. française. Peut-être qu'elle a été pêchée en Angleterre, mais bon, ou dans la Manche. Enfin, en tout cas, voilà, il n'y a pas de sujet. Alors que parfois, on fait venir du Pérou, du Canada, de l'autre bout du monde, des chlamys, des zygomatis, j'ai oublié le nom latin, mais voilà, si c'est pas Pecten Maximus, vous mangez pas de la Ok, donc, coquille Saint-Jacques française. Noix de Saint-Jacques, on n'est pas garanti que ce soit une noix de coquille Saint-Jacques. C'est ça. On est quasiment garanti que ce ne l'est pas en fait. Si c'est du transformé, si c'est des produits élaborés, il y a de fortes chances, ouais. Qu'est-ce qu'on pense du surémi? Bah alors, de base, le surimi, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que, en gros, c'est fait à partir d'un poisson qui s'appelle le merlan bleu. C'est un petit poisson qui fait à peu près cette taille-là, mais qui est très fragile. Ça ressemble à un merlan. C'est un peu plus clair, quoi. Le merlan, il est plutôt brun, marron. Le merlan bleu, il est plutôt gris, bleu. Son défaut, c'est d'être ultra fragile. Nous, on en reçoit un petit peu de nos pêcheurs du Pays Basque, là, quand ils pêchent le merlu à la ligne. Ils remontent des merlans, et c'est vrai que rien que le transport, déjà, il s'abîme. Donc en fait, on en a fait de la pâte. On lève les filets, on fait de la pâte avec, et on mélange ça avec de l'amidon, je crois, et ça fait des plaques de surimi. Il paraît que le surimi qu'on fait en France, il est hyper bien, il est même carrément exporté au Japon tellement il est bien fait. Globalement, en fait, de base, c'est pas un mauvais truc, quoi. C'est un peu comme les quenelles, c'est une préparation à base de poisson. Par contre, bah, si c'est pour appauvrir les stocks du large, surpêcher le merlan bleu, et en fait faire qu'il n'y a plus de merlan bleu et que bah, les dauphins ont plus à manger et se rapprochent de nos côtes et se prennent dans les filets des pêcheurs, là, on en pense qu'il faut mieux pas en manger. Donc en fait, tout est une question de dosage. C'est comme tout. Clairement. Aujourd'hui, la surpêche, elle est fortement liée aussi à la surconsommation qu'on a de protéines, notamment animales et animales marins. Ouais. Dans quelques années, en 2073, on annonce qu'il y aurait à peu près 10 milliards d'habitants. Ouais. Comment est-ce qu'on nourrit 10 milliards d'habitants avec une pêche qui est responsable? Alors effectivement, globalement, si on veut partager, ce que disait Scientifique aujourd'hui, nous, tu vois, en France, on mange à peu près. Si globalement, on voulait répartir entre tous les habitants les capacités de production évaluées par les scientifiques, il faudrait manger 8 kilos de poissons par habitant et par an. En France, on en mange plutôt 25 kilos. Après, on est plutôt un pays côtier, alors que quand tu es à 1000 km de la mer, bon, tu manges plutôt des protéines terrestres, quoi. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des stocks qui pourraient être... Il faudrait pêcher moins aujourd'hui pour peut-être pêcher plus demain. C'est-à-dire qu'il y a des stocks, ils sont surpêchés. Si on arrêtait de les pêcher pendant un temps, on pourrait pêcher un peu plus dans le futur. Il y a des stocks qui sont sous-évalués et sous-exploités. Là, on parlait le mulet, la saupe, le taco. C'est des stocks, donc on connaît pas la taille. Alors, c'est peut-être pas des quantités énormes, mais il y a peut-être quand même dans ces espèces-là des stocks en bonne santé, qui peuvent subir une pression de pêche peut-être un peu plus importante. Ils sont peut-être un peu sous-exploités, qu'on pourrait aller exploiter. Et surtout, il y a un truc de gaspillage dans le poisson qui est énorme. Il faut savoir que entre un poisson entier et un poisson au filet, on perd 50% de matière. Et si tu cuis ce même poisson entier, tu vas perdre que 15-20%. Donc, si on faisait ce travail de récupérer tout ce qu'il y a sur les têtes, les arêtes, etc., je pense qu'on récupère énormément. Cas typique, les coquilles Saint-Jacques. Donc, souvent, on jette tout ce qu'il y a autour de la noix et on garde que la noix. Ouais. Donc, en fait, sur une Saint-Jacques, on jette déjà la moitié et la coquille déjà fait une grosse partie. Mais en fait, on peut quasiment tout manger dans ce qu'il y a autour de la noix, sauf la poche noire, qui est un truc, a priori, je crois que c'est l'intestin, enfin, c'est pas top. Mais moi, je récupère toutes mes barbes de Saint-Jacques, j'en fais des bouillons, j'en fais des tripes, j'en fais des quiches, j'en fais des risottos. En fait, on peut faire un deuxième repas avec quasiment chaque poisson. Pareil, tu vois, moi, ce que je fais pour les plateaux de fruits de mer, on mange l'araignée, les crevettes, on décortique et tout. Et en fait, je récupère tout, je fais cuire, je fais un bouillon, pareil, je fais un deuxième repas le lendemain avec, quoi, où je fais cuire des pâtes dedans, etc., quoi. Donc, il y a vraiment un truc de sous-optimisation des produits. Et comme on est sur des produits sauvages, ils sont pas standardisés pour avoir un super rendement. Les produits d'élevage comme le saumon, quand tu lèves un filet de saumon, je crois que tu perds que 30%. Alors que sur un poisson sauvage, tu perds 50%.
Tu disais qu'un tiers de ce qui était pêché était destiné à faire de la farine Ouais. et alimenter en fait à la fois les animaux, à la fois les poissons d'élevage et à la fois en fait nos animaux domestiques. Ouais. Comment on explique ça? En fait, on a trouvé ces ressources, donc on appelle ça souvent des petits poissons pélagiques. Tu vois, le merlan bleu en fait partie, l'anchois, la sardinelle, le sprat, les lançons. En fait, c'est des poissons qui sont très très fragiles. Donc, c'est difficile. On en faisait des conserves avant. Tu vois, on faisait des conserves d'anchois et une des premières pêcheries au monde, c'est l'anchois du Pérou. Alors, c'est beaucoup pêché au Chili, je crois. C'est 7 millions de tonnes. Tu vois, on pêche à peu près 90 millions de tonnes de... On pêche 60 millions de tonnes de poissons dans le monde, en sauvage, et on en élève 60 millions. L'anchois du Pérou, c'est presque 10% de la pêche mondiale, quoi. Et bien, a priori, 80% de l'anchois du Pérou, il est transformé en farine, alors que c'est les mêmes anchois que nous, on met sur les pizzas, on mange en conserve, etc. Donc cet anchois, il pourrait être mangé en frais, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des moyens de conservation corrects qui fait que les gens en Amérique du Sud, ils pourraient le manger. Il pourrait être passé en conserve et il serait excellent. Eh ben non, en fait, par simplicité, on préfère en faire des farines. Et surtout, aujourd'hui, il y a presque une compétition. C'est-à-dire que quand la demande mondiale en saumon est énorme, elle explose, les producteurs de saumon, ils peuvent payer l'anchois à des prix peut-être supérieurs à ceux qu'ils passent en conserve. Et donc, c'est là où le consommateur peut jouer un rôle, même si c'est dur en tant que consommateur individuel de se dire, est-ce que si moi, j'arrête, les autres pays vont continuer à en manger? En gros, les États-Unis, l'Asie vont en demander. En fait, je pense qu'on a un truc à jouer de dire, moi, si je réoriente vers des espèces sauvages pas connues, françaises, là, je vais soutenir les pêcheurs français. J'arrêterai peut-être pas la pêche à l'anchois ou j'arrêterai pas le gâchis de l'anchois de le mettre en farine, mais au moins, je ne contribuerai pas au fait que le saumon est consommé au détriment des pêcheurs du coin, d'à côté de chez nous, qui eux galèrent. Et qui par moment, c'est ce que nous disait Delia, des poissons qui sont vendus 1 euro, 2 euros le kilo. C'est pas possible de vivre comme ça, sauf à faire des volumes énormes. Donc réorienter notre conso, moi je crois que ça peut vraiment avoir du poids. Dernière chose, tu parlais de la détaxe des carburants qui faisait en fait que les modèles industriels étaient rentables. Selon toi, en quoi est-ce que ça influe cette détaxe? Au global, tu vois, quand je sais pas, le gasoil, le litre de gasoil aujourd'hui coûte 1,70 €, 1,80 €. Un pêcheur, il va le payer sans les taxes, donc il va le payer en 80-90 centimes le litre. Et il y a des économistes qui ont fait des modèles, ils ont dit, imaginons que les pêcheurs payent comme tout le monde. En fait, toute la pêche industrielle, elle serait pas rentable. Et elle vit en fait sur cette détaxe-là qui est maintenant considérée à l'échelle mondiale comme des subventions à la surpêche, quoi. Donc en fait, la pêche industrielle, il y a des études qui le montrent, elle emploie peu de monde, elle consomme énormément de ressources de poissons, elle consomme énormément de subventions pour générer au final peu d'euros de chiffre d'affaires, quoi, au kilo de poisson. Alors que la petite pêche, elle, à chaque kilo de poisson, elle emploie 2 ou 3 fois plus de personnes, elle consomme quasiment pas de subventions, elle consomme beaucoup moins d'énergie. En gros, elle a quasiment tout juste et elle n'est pas privilégiée. Donc, alors je sais que ce serait trop violent de dire on met le prix du carburant au prix normal, mais il y a un truc à faire de ne pas laisser comme ça cet état des lieux et de dire il faut entamer la transition. C'est ce que disent pas mal de scientifiques, qui disent en fait, oui, on va pas du jour au lendemain arrêter la pêche industrielle, arrêter de pêcher au chalut, et il faut certainement une pêche intensive qui va au large, exploiter des ressources qui ne sont accessibles qu'au large. Delia, avec qui on est sorti, elle peut pas aller à 10 km au large où il y a des poissons bons à manger, mais aujourd'hui, partout où on peut, faut aller chercher l'amélioration. Et c'est ça, malheureusement, on sent que ça bouge pas assez vite. Est-ce que tu es optimiste pour l'avenir? Écoute, je suis optimiste parce que je suis assez surpris de la vitesse de mobilisation de la société. Tu vois, moi, donc quand j'ai lancé Boiscay, c'était il y a 10 ans. Je travaillais avant au ministère de l'Agriculture puis de l'Écologie à la pêche. Et je me disais, ça bougera jamais, quoi. Je me disais, c'est trop personne, tous les politiques osent pas aller. Les pêcheurs, c'est une population trop rugueuse, trop compliquée à faire bouger. Il y a personne qui aura l'énergie et la détermination d'aller comprendre pourquoi ça bouge pas et de déverrouiller. Et là, je suis assez surpris, les mobilisations populaires, les ONG qui bougent, le sujet, il va, je trouve, plus vite que ce que j'aurais dit il y a 10 ans. Donc, il y a plein de moments où je dis, bon, merde, où est-ce qu'on va et tout. Mais tu vois, là, même ce qu'on fait, nous, avec Poiscaille, on était
en difficulté cet été, on a fait un appel un peu en disant bah, aidez-nous, quoi, juste, et achetez du poisson chez nous si vous pouvez, parce que sinon on va peut-être pas être là. On a eu des centaines de messages de gens qui disaient votre entreprise est indispensable, si vous étiez pas là, j'aurais arrêté de manger du poisson. Donc tu te dis quand même que le consommateur, en fait, tu le sens un peu, tu peux le caricaturer un peu genre apathique, qui suit les trucs. Non, en fait, Il a un vrai pouvoir de décision et de changement. Ouais, et tu sens qu'il y a des gens qui... En fait, c'est plus qu'une toute petite fraction. Il commence à y avoir de plus en plus de gens qui se disent mes choix alimentaires, où est-ce que je mets mon argent, ont un impact. Et au-delà de l'obligation morale, il y a un truc aussi heureux là-dedans, tu vois. Quand tu sens les pêcheurs qui disent bah ouais, je suis content, vous me payez bien, j'ai une vie correcte, je pêche moins. Et les consommateurs à l'autre bout qui disent mais nous, en fait, on est ravis, on se régale et on est content de soutenir ces pêcheurs. Tu sens que là, il y a des trucs qui paraissaient peut-être, je pense, impossibles il y a 15 ans. Et aujourd'hui, tu dis si, en fait, on peut peut-être y aller. La seule question, c'est est-ce qu'on ira assez vite. C'est ça le truc, je sais qu'on peut le faire, mais est-ce qu'on se bougera assez vite? C'est là où je doute. Mais je pense qu'on peut vraiment y arriver. Super, bah merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bah, à bientôt.